Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur un artiste multitalent, compositeur, interprète, guitariste, chanteur, j'ai nommé Michael Jones. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Michael. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, vous, je l'ai dit, vous êtes surtout musicien. Vous, le musicien, vous avez troqué il y a peu votre guitare contre une plume au long cours pour écrire votre premier livre, votre autobiographie, si on peut dire, Mes plus belles chances aux éditions Robert Laffont, ça vient de paraître. Évidemment, Mes plus belles chances, on pense évidemment à la chanson Je te donne, que vous avez coécrite avec Jean-Jacques Goldman, c'était en 1985. Jean-Jacques Goldman, dont on va reparler bien sûr, que vous connaissez depuis 40 ans. Pourquoi ce passage-là, ce titre-là en particulier, puisque je rappelle le refrain de la chanson, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Pourquoi ce passage-là ? Tout simplement parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance pour avoir fait une carrière aussi longue. Mais ce qui est important, c'est que ces chances-là, il faut savoir les saisir. Et vous les avez souvent saisies. J'ai pris à bras le corps. À bras le corps. Et quelle est la chance qui vous a le plus marqué ? La plus belle chance, c'est lui, c'est Jean-Jacques Goldman ? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas comparables. J'ai eu des enfants, j'ai une femme dans ma vie qui me rend heureux. Donc il y a beaucoup de chance. Donc, on ne peut pas donner de l'importance à des chances, sont tous énormément de valeur pour moi. Il n'y en a pas une qui passe avant les autres. Non. Peut-être la chance de votre don musical ? Est-ce que c'est un don ? Je ne de sais votre pas envie. vraiment. On va en reparler. Hein. J'ai la chance d'être né au Pays de Galles. Et c'est peut-être parce que je suis né au Pays de Galles que j'ai eu cette attirance vers la musique. C'est un peu comme si on tombe dedans quand on est petit. Ça, vous l'écrivez bien dans votre livre. C'est dans votre sang, en fait, cette musique. J'ai lu qu'au Pays de Galles, on est chanteur. On devient musicien, mais on est chanteur. Voilà. C'est ce que vous écrivez. C'est un peu notre héritage. Et comment vous le pratiquez, cet héritage ? Vous le racontez dans votre livre assez tôt. Vous avez été bercé dans la musique. Même votre père était musicien à ses heures perdues. Il était violoniste. Mon père jouait du violon, ma grand-mère jouait du piano, ma tante jouait de l'orgue. Et donc, on était toujours entouré d'instruments. Et oui, la musique fait partie de la vie là-bas. Tout le monde chante. Il suffit d'aller à Cardiff un jour de match de rugby pour écouter les chorales qui chantent merveilleusement bien. Et votre premier vrai coup de cœur pour la musique, vous le racontez, ça a été... Il y en a eu beaucoup. La première, c'était la rencontre avec la musique à l'école. Et je me suis tout de suite rendu compte que j'aimais ça. Après, j'ai fait des Eisteddfod. Donc, Eisteddfod, c'est une fête celte, un peu comme les Fest-Noz en Bretagne, et où on allait chanter et danser avec l'école. Ensuite, j'ai fait le choral du Pays de Galles, où j'ai chanté avec l'Orchestre symphonique de Londres, et où le chef d'orchestre nous montrait le point quand c'était à nous de rentrer. Parce que c'était un choral entièrement mâle, il n'y avait pas de filles. Donc les sopranos, les altos étaient des enfants. Et puis ensuite, il y a eu quand même cette rencontre avec le rock aussi. Après, il y a eu la rencontre d'abord avec la guitare. C'est-à-dire que les Shadows, Hank Marvin, et ce son magnifique des Shadows, où ça a été... Oh, c'est quoi ça ? Vous étiez tout petit à l'époque, vous aviez quoi, 11 ans Pardon ? Vous étiez jeune à l'époque, enfin tout petit, oui, 11 ans, j'avais non 10 ans 10 ans. Ouais. Et après... les Beatles. Oui. Voilà. Et là... Une chanson en particulier ? Toutes. Mais celui qui m'avait le plus marqué, c'est From Me to You. C'était le deuxième titre, après Love Me Do. Love Me Do, je suis un peu passé à côté parce qu'il n'y avait pas la télé à la maison, donc j'ai raté celle-là. Et c'est chez un copain que j'ai entendu le deuxième, et c'était la révolution, quoi. C'est quoi ça ? On peut chanter en jouant de la guitare. Et donc après, il y a une tradition au Pays de Galles, on chante les cantiques de Noël.
Christmas carols. Christmas carols, exactement. Mais avec mes potes, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus rentable de le Vous faire dans les gagnez de pubs. l'argent, oui. Oui, parce que c'est un peu comme Halloween, Oui. mais nous, au lieu d'avoir des bonbons, c'était de l'argent, et cet argent c'est à servait Noël. pour acheter des cadeaux pour les parents. Et donc, dans les pubs, on passait le chapeau, et ça se remplissait assez bien, mais c'était bruyant, le pub, donc on s'est dit, il faudrait qu'on ait des instruments pour s'accompagner, et donc le seul instrument transportable et abordable à l'époque, c'était la guitare. Et avec cette guitare, la première que vous avez eue, c'était donc, vous aviez aussi 10-11 ans, je crois, que vous avez acheté à un de vos J'avais copains. 11 ans la première, ouais. Voilà. Et ensuite, c'est grâce à un père que vous avez acquis votre première guitare électrique. Father Earl, qui est une figure très très importante dans ma vie. C'est peut-être ma première belle chance de rencontrer ce prêtre qui, pour attirer les mômes vers le catéchisme, parce qu'il faut dire que ça ne nous intéressait pas tant que ça. Et donc, il a dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme loisir après le catéchisme? Et nous, on s'est dit, on veut faire de la musique. Et on venait de démolir l'ancienne église pour construire une nouvelle. Mais le sacristie était resté intact, mais en mauvais état. Donc, ils nous ont financé les travaux qu'on a fait nous-mêmes pour remettre en état ce sacristie. On a même refait le toit. Et il a financé les instruments pour qu'on puisse... En contrepartie, vous aviez le droit, en plus, de jouer dans la sacristie. On répétait dans la sacristie. Vous répétiez dans la sacristie. Et après, on faisait des galas pour l'église. Incroyable. Revenons sur votre titre, donc Mes plus belles chances. Quelle est votre chanson préférée à vous? Est-ce que c'est justement Je te donne, cette chanson incroyable qui est quand même la préférée des Français, l'une des préférées, notamment en streaming? Je pense que ma chanson préférée, c'est Drive My Car des Beatles. Mais je ne sais pas vôtres. pourquoi. Oui. Mais c'est celle qui me vient à l'idée tout de suite. J'adore cette chanson. Mais il y en a beaucoup de chansons. C'est l'une de votre répertoire à vous ou avec Jean-Jacques Goldman? Alors, je serais obligé de choisir une chanson que Jean-Jacques m'a écrite, qui s'appelle Le frère que j'ai choisi. Je te donne, c'est la révolution de notre relation. C'est-à-dire que on parle de nous dans cette chanson. Et le frère que j'ai choisi, ça va au-delà de cette première relation qui était le partage de nos connaissances culturelles. Là, c'est le partage de l'amitié. Donc c'est plus important. Une amitié dont on va reparler. 40 ans, plus de 40 ans d'amitié. Oui. Une vingtaine d'années de scènes ensemble. Vous avez travaillé côte à côte. Même plus que 20 même ans, plus que ça. presque 30, oui. Oui, parce que tout a commencé avec Taïfon, en fait. Exactement. Ça a commencé presque à Montrouge, pas jusqu'à côté. C'est là où il habite. C'est là où il habitait. Il habitait, Jean-Jacques Goldman. Voilà. Et c'est là où on a passé beaucoup de temps. On a même rechanté ensemble dans l'église de Montrouge, là où il avait commencé avec les Red Mountain Gospelers. Et donc... Donc lui aussi dans les gospels, à vrai dire. Ou dans la chorale... je vois des points communs entre... Le point commun, c'est les gospels et le blues. Mais avec Carole aussi. Carole Fredericks. Voilà. Donc, oui, c'est cette notion de chanter en chœur avec les voix en harmonie qui était très important. Et qui n'est pas quelque chose de très commun dans l'Église catholique. L'Église catholique est restée très proche du grégorien. Donc c'est souvent que deux voix. Et nous, on aimait bien les harmonies à trois, même plus. C'est le cas d'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus, je dirais, anglo-saxon. C'est même un peu... comme l'école n'est pas laïque au Pays de Galles, nous, on apprenait les cantiques plutôt protestants ou anglicanes, mais avec des compositeurs fabuleux comme Bach, comme Handel, où c'était des musiques très très riches. Et donc ça faisait partie de notre héritage musical. Mais on avait réussi à introduire ces cantiques dans l'église catholique à Welshpool. Oui, puisqu'il faut rappeler que vous êtes catholique. Je suis catholique. Par votre mère. Par ma mère.
qui était normande. Voilà. Oui, de Normandie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques. Là où vous étiez 10%, je crois, de la population environ. Oui, c'est à peu près ça. Disons que pendant la Révolution, comment dire, la révolution religieuse de Henri VIII, on a un peu obligé les gens à se convertir. Vous êtes anglicane? Ah ben vous êtes mort. C'était un peu ça. Voilà. Oui. Mais enfin, l'histoire de vos parents, on pourra en parler d'ailleurs, c'est une histoire incroyable parce que vos parents se sont rencontrés quasiment au moment du débarquement. Votre père était alors un soldat britannique. Voilà. Ils se sont rencontrés en Normandie en 1944 et votre maman devait être une jeune femme qui travaillait, je crois, chez des personnes aisées à l'époque. Oui, elle était femme de ménage. Femme de ménage. Quand ils ne trouvaient pas de boulot pendant la guerre. Il fallait manger. Et d'ailleurs, mon père, il était militaire parce qu'il fallait manger aussi. Ils étaient très jeunes à l'époque, tous les deux. Mon père, il a triché sur son âge pour entrer dans l'armée. Il avait quel âge ? Parce qu'il voulait se battre. Ouais. Voilà, c'est... Et donc, il était sapeur. Et donc, il est arrivé... Chez lui à 17 ans ? Non. Il avait un peu plus à ce moment-là, mais d'accord. Il est rentré dans l'armée à l'âge de 17 ans. Il est rentré dans l'armée à l'âge de 17 ans, oui. Ouais. Et donc ensuite, au moment de la rencontre de votre mère, ils avaient quel âge ? Je n'ai aucune idée, parce qu'ils m'en ont jamais parlé. À l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. À l'époque, les relations intimes de nos parents, ça ne nous concernait pas. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'ils avaient des relations intimes. C'était un peu tabou à l'époque. Oui, c'est ce que j'ai cru lire dans votre livre. Vous pensiez, parce que vous avez 2 frères, on en reparlera, vous pensiez qu'ils avaient fait l'amour 3 fois. C'est ce que vous avez écrit dans votre livre. Exactement. Oui. En tout cas, vous êtes vite rentré en Angleterre après cette rencontre. Et après, vous êtes revenu en Normandie, le pays de votre mère d'ailleurs. Mais en fait, vous ne parliez pas le français. Votre mère ne vous a pas appris le français ? En fait, j'ai été élevé par ma grand-mère. Ma mère... Paternelle, donc. Hein. Pardon ? Paternelle. Oui, ma grand-mère paternelle, parce que ma mère, en se mariant avec mon père, a perdu sa nationalité. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Et donc, en se mariant avec un étranger, elle a été déchue de sa nationalité française. Et donc, elle est obligée d'habiter en Angleterre. Donc, mon père était basé en Allemagne à la fin de la guerre. Ma mère le rejoignait de temps en temps, et donc c'est ma grand-mère qui m'élevait. Ma mère a dû me parler en français quand j'étais petit, parce que quand je suis arrivé en France, le français est revenu très vite. Je suis arrivé en novembre, fin décembre, je parlais français. Mmh. Donc vous avez une oreille musicale de toute façon. Voilà, je pense que une langue, rien ne s'oublie plus vite qu'une langue. Par exemple, quand j'étais môme, je parlais le gallois. Je ne sais plus parler gallois aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Vous ne pratiquez plus ? Mais je pense que si je restais là-bas quelques mois, ça reviendrait. Pardon. Et donc, pour le français, ça devait être pareil. Et votre mère n'a eu aucun problème pour parler l'anglais, puisqu'elle vous a toujours parlé en anglais, ou toujours avec un accent français ? Franglais. Ouais. Vous avez ce souvenir-là de votre maman Ce qui m'avait surtout frappé, c'est que ma mère ne savait pas quelle langue elle parlait. Elle était capable de nous parler en anglais et un jour de sortir des phrases en français sans se rendre compte. Mmh. Bon, on va poursuivre. Je vous propose la deuxième partie de cette émission, Michael Jones. On va poursuivre sur votre parcours, sur votre vie incroyable. Je vais m'éclipser et je vais vous laisser ici avec 4 mots que je vais vous présenter. À vous de nous les éclairer, de nous les commenter. À tout de suite. À tout de suite. Le premier mot
que je vous propose, Michael Jones, est Harmonie. Harmonie, tout est harmonie. Mais surtout la musique. Les voix, pour moi, doivent être en harmonie. Mais vivre en harmonie, c'est pas mal non plus. C'est difficile, mais c'est pas mal. Donc l'harmonie musicale fait un ensemble, ça se fait à plusieurs. Donc à partir du moment qu'on est plusieurs à s'entendre sur les mêmes ondes, ça peut être que positif. Donc pour moi, l'harmonie, c'est quelque chose de très important musicalement et dans la vie. Alors développons un peu, pour commencer, l'aspect musical. C'est vraiment une spécialité dans les chorales galloises, vous en parliez. Vous êtes né avec. Je vous cite d'ailleurs dans votre livre. Nous étions branchés musique chez les Jones. Les Gallois aiment beaucoup le chant. Donc l'instrument national du Pays de Galles, c'est la voix. Les meilleures chorales du monde se trouvent au Pays de Galles. Donc vraiment, cette harmonie, elle est dans toutes ces chorales galloises. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous avez décroché votre premier boulot en France aussi. Oh, c'est pas grâce à l'harmonie, c'est surtout grâce Un peu quand même. au rock and roll et au rhythm and blues. En tout cas, c'est grâce à cette envie de faire de la musique, oui. Mais dans l'un de vos premiers groupes en Normandie, c'est vous qui régliez justement à l'oreille, vous régliez les arrangements de voix à l'oreille, ce qui ne se fait pas en France. En fait, c'est parce que je me suis trouvé dans un orchestre où il y avait 2 filles qui chantaient les chœurs, mais elles chantaient à unisson. Et ça m'avait choqué. J'ai dit, mais ça ne sert à rien de chanter à unisson, il faudrait chanter en harmonie. Et il n'y avait personne qui savait comment arranger les voix en harmonie. Et donc, moi, j'ai dit, moi, je chanterai ça et ça. Et donc, je l'ai chanté. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment vous faites ça? Mais je dis, je les entends, ces harmonies. Et eux, ils ne les entendaient pas. Mais comme ils étaient tous pris conservatoire de musique classique, j'ai chanté, ils relevaient, on dictait. Et après, on apprenait au fil les voix à faire avec les chœurs pour que ça soit en harmonie. Les harmonies, ce sont aussi les accords en guitare. Bien sûr. Alors expliquez-nous. Là, il y a 3 notes de base dans un accord. C'est la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc si on prend la main comme ça et on enlève ces 2 notes-là, on se retrouve par exemple avec un accord de Do, Mi, Sol. Là, il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Hop, Do, Mi, Sol. C'est l'accord. Et donc, le principe de l'harmonie, c'est de placer une tierce et une quinte avec la voix lead. Donc, il faut aussi respecter la gamme pour avoir les bonnes dièses et les bonnes bémols. Mais c'est assez simple, en fait. Pour vous, pas pour les béotiens, dont certains, comme moi, dont nous sommes. Comment écrivez-vous justement vos chansons? D'où vous viennent les inspirations? Est-ce que vous avez, pareil, une voix dans la tête? Comment se déroule ce processus créatif de composition, d'écriture? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une autre chanson. On se dit, oh là là, j'ai pas eu cette idée-là, c'est bien. Ça peut être quelque chose qui nous arrive dans la vie. Ça peut être une émission qu'on a vue. Par exemple, j'ai écrit une chanson après avoir vu un film. Et j'ai demandé à Claire Keim de m'écrire le texte parce qu'elle est actrice et elle connaissait le film. Et donc, on est influencé par la vie, en fait. Donc, il faut vivre. Et dans ce processus créatif, ce sont plutôt quand même les mots, les textes qui arrivent, ou d'abord la musique, la mélodie? Ou ça dépend? Il n'y a pas de secret. Il y a des chansons que j'ai composées d'abord la musique parce qu'il y a un riff ou une mélodie qui m'arrive. Il y a d'autres chansons, c'était d'abord le texte et j'ai fait la musique sur le texte. Donc il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de formule, de recette. Non, c'est... C'est à géométrie variable. Voilà. Vous parliez bien évidemment d'harmonie aussi dans la vie. Dans votre vie, il n'y a pas toujours eu de l'harmonie dans votre vie. Ça a été plutôt le tumulte, vous qui avez eu une vie de saltimbanque, toujours sur la route, en voyage, entre autres. Ah ben oui. Le problème surtout, c'est que la musique est passionnante. Et c'est très puissant. Et donc, on a tendance à mettre de côté un peu la vie familiale. Peut-être pas tout le monde, mais c'était mon cas. Et j'ai raté l'enfance de mes 2 premières filles, par exemple. Et l'absence crée des distances. Et il n'y a pas que la distance physique, il y a la distance aussi de l'âme. Vous avez des regrets? Non. Non, je n'ai pas de regrets. J'ai eu une belle vie. J'ai vraiment eu une belle vie. J'ai fait des actes manqués. Il y a des choses que j'ai ratées. Il y a des choses... je suis passé à côté de certaines choses. Mais bon, est-ce qu'il faut regretter? Non, c'est fait, c'est fait. Pas de regrets et pas de remords? Faut mieux avoir des remords que des regrets. Et donc? Oui, parce que des remords, pourquoi? Parce que dans ma vie, j'ai peut-être blessé des gens. Et ça, donc, faut mieux avoir des remords. Parce que c'est pas bien de blesser les gens. Mais des regrets, on ne peut pas regretter des décisions qu'on a faites. Il faut les assumer. Je vous propose, on poursuit avec notre deuxième mot, et c'est le mot frère. Oui. Frère, bon, c'est comme la chanson, comme a écrit Jean-Jacques, le frère que j'ai choisi. C'est-à-dire qu'il y a les frères avec qui on est né, on peut rester proche, mais ce n'est pas forcément les frères avec qui on partage tout. J'ai partagé une partie de ma vie avec mes frères, mais je n'ai pas partagé la musique avec eux. On a essayé avec mon deuxième frère, Claude, mais il n'était pas doué pour la musique. Et Alain, mon troisième frère non plus, donc c'est comme ça. Donc il y a des frères qu'on choisit dans la vie qui sont des amis et des gens auxquels on reste fidèle. Jean-Jacques, c'est un frère pour vous? Ah oui, oui, totalement. Il y en a d'autres. Il y a Neil, par exemple, qui est un des premiers musiciens avec qui on a commencé à chanter les cantiques dans les pubs, qui est resté toujours un ami très proche. Malheureusement, on ne se voit pas beaucoup, mais on va se voir pour Noël. C'est amusant, vous parliez de vos 2 frères, donc vous êtes l'aîné, Michael, Michel même en français, Claude et Alain. Oui. Vous portez tous les 3 des prénoms français? Alors, mon nom, c'est Michael. Sur mon acte de naissance, c'est Michael. Mais ma mère n'a jamais su le dire. C'était trop difficile pour elle. Et donc, elle a donné mon nom en français au prof à l'école maternelle. Et donc, on m'a appelé pendant toute ma jeunesse Michel. Mais elle ne se rendait pas compte à quel point c'était difficile pour moi, puisque en Grande-Bretagne, Michel, c'est un nom de fille. Et c'est marrant parce que c'est arrivé aussi à un autre artiste qui s'appelle Francis Rossi de Status Quo, parce que, étant d'une famille italienne, ses parents l'ont appelé Francis, et Francis aussi, en Grande-Bretagne, est un nom de fille. Donc c'est difficile, c'est dur au début. Donc vous vous êtes réapproprié votre prénom en disant Michael, Michael. En arrivant en France, je pouvais, puisque personne ne me connaissait. Et d'ailleurs, sur mes papiers, c'était marqué Michael. Et donc, voilà, j'ai pu me changer de nom légalement.
Donc jamais de Michel en France. Michel Jones, ça sonne pas pareil aussi. Toute ma famille m'appelle Michel, côté de ma mère. Encore, aujourd'hui. Oui, donc il y a une vraie dichotomie quand même entre Voilà. les Français et les Anglais. Vous sentez cette ascendance française que vous portez? Non, je suis vraiment européen. Donc, je ne suis pas un nationaliste, mais du tout. Si, je suis quand même gallois, donc c'est... Celte. On est un peu pro-gallois. On dit que on peut enlever un Gallois du Pays de Galles, mais on ne peut pas enlever le Pays de Galles d'un Gallois. C'est un peu vrai, mais je me sens profondément européen. On parle du mot frère. Quel est votre rapport à la fratrie, au groupe? Vous êtes un homme de groupe quand même. Oui, moi je partage la musique. Pour moi, la musique se partage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Même s'il y a une partie du travail qu'on doit faire seul, même aujourd'hui, c'est mon nom qui est sur l'affiche, mais sur scène, c'est vraiment un partage. C'est les moments que vous avez préférés, en fait, ce partage, ce travail vraiment en groupe. Je pense, on en parlait tout à l'heure, au trio, Frédéric Goldman Jones. C'est un point commun que j'ai avec Jean-Jacques, oui. On est des hommes de groupe, de partage. Et ça sera toujours comme ça. C'est très prenant de pouvoir partager la musique avec quelqu'un. C'est beaucoup plus fort que d'être tout seul. Encore, faut qu'il y ait une entente pour pouvoir partager. Continuons sur le partage. Je parlais de Frédéric Goldman Jones, de votre album, et de la chanson Frère aussi, sur votre album. Alors, il y a le Frère que j'ai choisi sur mon album, et il y a la chanson Frère sur l'album Rouge. Oui, Rouge, que vous avez donc écrit, composé tous les trois, en fait, à 3 voix. Jean-Jacques a composé la chanson, on l'a chantée, surtout Jean-Jacques et moi, c'est un duo, mais Carole intervient sur les refrains. Ouais. Il y a beaucoup de chansons et d'histoires de fratrie. Même le démarrage de votre carrière, ce sont les frères de Tai Phong, ce sont 2 frères aussi. C'était les 2 frères Otong. Oui, les frères Otong, Kan et Tai. Qui vous ont mis un petit peu le pied à l'étrier. Racontez-nous, parce qu'en fait, vous avez remplacé à ce moment-là Jean-Jacques Goldman. Je suis rentré dans Tai Phong pour remplacer Jean-Jacques. Et grâce à Tai Phong, j'ai appris à travailler en studio. Que jusqu'à là, j'avais fait quelques expériences, mais pas dans des grands studios professionnels. Et là, je me suis trouvé dans un studio avec un magnéto 24 pistes. C'était énorme, 24 pistes pour l'époque. Et donc, oui, on m'a introduit à travailler dans des conditions professionnelles, même si le groupe Tai Phong n'était pas un groupe professionnel. C'était un groupe semi-pro. Et qui vous a permis de faire la connaissance de Jean-Jacques Goldman, que vous avez surtout fréquenté plutôt 10 ans après, non? En fait, à l'occasion du 3e album, Jean Maresca a demandé une réunion du groupe pour choisir les chansons. Et à ce moment-là, on m'avait intégré dans le groupe. Et donc, on m'a demandé des chansons. Et le jour de l'écoute de ces chansons, c'est le jour de rencontre avec Jean-Jacques et un espèce de coup de foudre musical immédiat. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, j'étais pris par sa voix, sa façon d'écrire, sa façon d'exprimer. Et apparemment, c'était réciproque. Et tout de suite après avoir eu la réunion, Jean-Jacques s'est mis au piano, j'ai pris la guitare, on a commencé à buffer ensemble. Ça ne m'était pas arrivé avec les autres. Un coup de cœur musical, un coup de foudre. Voilà. On passe au 3e mot, Michael. C'est le mot temps. T-E-M-P-S. Le temps. Et le temps qui passe, et le temps qui court. Eh oui. Il y a le temps aussi
le beau temps, est-ce que le mauvais temps, ça existe vraiment? Je ne sais pas. Parce que s'il n'y avait pas de pluie, il n'y aura pas d'herbe. Il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas d'arbres. Donc, je viens d'un pays où les vallées sont vertes. Et donc, c'est qu'il y a beaucoup de pluie, mais pour nous, ce n'est pas du mauvais temps. C'est essentiel à la vie. Après, il y a le tempo dans le temps, c'est-à-dire le temps qu'on compte dans la musique. C'est important aussi. Et il y a le temps qui passe, qui nous permet de nous enrichir et de vieillir aussi. Donc, la dernière partie est moins agréable, mais c'est comme ça. Pourquoi avoir attendu maintenant pour écrire ce livre? Pardon, je n'ai pas compris. Pourquoi avoir attendu maintenant pour écrire ce livre? Vous l'aviez déjà en vous? Vous vous êtes dit non, ou c'est la pandémie, tout simplement, aussi, qui vous a ramené à vous-même? Vous avez plus de temps, justement? En fait, non. Le temps de la pandémie, j'en ai profité pour faire une émission de télé qui s'appelle Confiture sur un chaîne YouTube où, comme on ne pouvait pas faire de la musique et que les chefs restaurateurs ne pouvaient pas faire à manger, l'idée c'était de se réunir, passer le temps ensemble, quelque chose de partage, de convivial, quoi, et trouver les points communs entre ces deux disciplines. Et ça m'a tellement plu qu'on va continuer à le faire. Non, en fait, la raison pour laquelle ce livre est arrivé, c'est Stéphane Basset qui, un jour, m'a contacté parce qu'il voulait retrouver un document qu'on avait fait ensemble, et moi, j'avais une copie. Et donc, je lui ai rendu la copie, et là, il m'a dit « Oh, c'était tellement bien, tu devrais écrire un livre ». Et donc, l'idée a germé, et Stéphane est venu me parler pendant une semaine, on a discuté, et il a fait la première trame. Après, j'ai relu, j'ai corrigé, j'ai changé certaines choses. Après, c'est allé chez Robert Laffont. Eux, ils l'ont mis en page, en corrigeant mon français mauvais. Et après, j'ai relu, j'ai recorrigé. Et bien voilà, c'est tombé. Voilà, c'est ça. Et ça a pris beaucoup de temps? Non, ça a été très très rapide. Je pense qu'entre le plus long a été de trouver un moment pour se réunir, Stéphane et moi. Bon. Parce que lui, il était très pris de son côté. Moi, ça commençait à être assez lourd de mon côté aussi. Et on a réussi à trouver une semaine. Et après, ça allait très très vite. Ça, c'est rapide, oui. Si je vous dis « le temps fait mentir ». Alors, c'est une chanson que m'a écrite Jacques Veneruso. Pour les gens qui ne connaissent pas Jacques Veneruso, c'est la même personne qui a écrit Sous le voile de Garou et évidemment Céline Dion. Et j'adore cette chanson parce que ça nous donne la possibilité, en tout cas ça crédibilise le fait de pouvoir changer la vie. On revient sur le temps aussi parce que avec le temps, on peut avoir des idées de jeunesse et après on peut se rendre compte qu'on avait tort. Et donc, le temps fait mentir, c'est aussi accepter qu'on peut avoir tort. Et ça, c'est important. Et qu'on peut changer nos idées. Et aussi, on peut revenir sur quelque chose, sur une décision qu'on a faite, par exemple. Donc, je sais que tout le monde aimerait que Jean-Jacques revienne sur sa décision d'arrêter. Est-ce qu'il le fera? Prise il y a 10 ans maintenant. Hein? Oh non, il y a plus que ça. C'était en 2003. Oui, c'est plus que ça, oui. Eh oui.
c'est il y a longtemps déjà. Donc, le temps file, justement. Mais le fait d'avoir écrit une chanson comme Le temps fait mentir, ou l'avoir chantée, parce que c'est Jacques qui l'a écrit, me donne la possibilité de dire oui, je peux changer d'avis. Vous parliez du temps qui passe. Votre album 40-60, il fait référence aussi. Alors 40-60, c'est parce que ça fait 100. Et c'est donc 100 ans. Et je me suis dit... Mais c'était pour vos 60 ans et 40 ans. J'avais 60 ans, 40 ans en France. Et c'était le dernier album studio que j'ai fait. C'était une façon de boucler la boucle. Le dernier aussi, comme Jean-Jacques Goldman? En fait, c'est sur cet album que j'ai chanté « Je te donne », parce qu'elle n'avait jamais été sur un album à moi, cette chanson. Et donc, Jean-Jacques a bien voulu la... Pardon? En acoustique? En version acoustique, et Jean-Jacques a bien voulu la chanter avec moi. Donc, j'étais super heureux de faire cette version. Et si on écoute bien à la fin, il y a une fille qui chante du gospel, c'est ma fille Johanna. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez 3 filles. Oui. C'est ça. Elles chantent toutes, elles savent chanter en harmonie. Parfait. On revient au premier mot. Exactement. Donc ça fait 4 mots sur un piano. Vous êtes parfait. 3 filles, et moi aussi j'allais rebondir, alors que vous connaissez 2 frères, vous étiez 3 frères et vous avez engendré 3 filles. C'est pas les mêmes univers, les femmes. En tout cas, c'est chouette d'avoir des filles. Moi, nous on était une fratrie, j'ai 2 frères, donc mes parents ont eu 3 garçons, ben moi j'ai eu 3 filles, ça équilibre. C'est différent. Les filles et les femmes, vous avez aussi connu pas mal de femmes. Les filles ont cette faculté d'être beaucoup plus raisonnables beaucoup plus tôt. Nous, les hommes, on reste rêveurs. Et donc, on a pendant très longtemps un manque de sérieux, je pense. Et je crois que je l'ai toujours, ce manque de sérieux. Mais j'ai enfin trouvé quelqu'un dans ma vie qui est un petit peu aussi rêveur que moi. Et donc, on s'entend très bien. Ça tombe bien, on va passer à notre dernier et 4e mot. Et c'est cœur, justement. C-O-U-R. Waouh! Le cœur. Le cœur, c'est beaucoup de choses. C'est le muscle qui nous fait circuler le sang, mais ça peut être le centre. On peut être au cœur de quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'être au cœur de la musique pendant 50 ans maintenant. D'être au cœur de la vie des autres, c'est un privilège énorme. Et d'être amoureux, c'est beau aussi. Pardon. À vos souhaits. Le cœur a changé en toutes ces années? Le cœur a vieilli, surtout. Plus raisonnable? Mais pour moi, j'ai encore le cœur à faire des choses. Donc, c'est plutôt encourageant. Je veux juste que mon cœur ne me laisse pas tomber trop vite. On pense en l'occurrence... Voilà, moi j'ai travaillé juste avant le confinement avec Hugo Frey. J'ai un but dans la vie maintenant, c'est d'être à son âge comme il est, heureux comme il est, amoureux comme il est. J'y suis pour le moment, mais il a presque 20 ans plus que moi. Non, il a plus que 20 ans plus que moi.
Donc, si je pourrais être en forme comme lui et avoir le cœur qu'il a, waouh! Waouh! Effectivement, c'était l'un de nos invités à votre place. Cœur aussi, je pense au Resto du Cœur. Oui. C'est aussi une expérience que vous avez vécue longtemps. Vous étiez l'un des plus anciens membres. Vous avez tiré votre révérence il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Alors que vous étiez là pendant presque 35 ans. Oui. Le Resto du Cœur, effectivement, c'est d'abord une idée de Coluche qui avait un cœur gros comme ça. Partir sur cette idée et créer cette organisation formidable qui s'est enchaînée sur Les Enfoirés, qui est une émission seule au monde où les artistes viennent bénévolement chanter des chansons qui ne sont pas les leurs. Tout ça dans la bonne humeur pour faire manger les gens. Je trouve ça génial. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il y a quelque chose de similaire en Grande-Bretagne, ça s'appelle le Prince of Wales Trust, mais les artistes chantent leurs chansons, comme sous la toute première tournée des Enfoirés. Mais là, c'est un bande de troubadours qui œuvrent pour le bien des autres, et c'est génial. Moi, j'ai arrêté parce que j'arrive à un âge où ça me fatigue énormément. C'est 4 heures de spectacle. 4 heures de spectacle, c'est long. Le dimanche, il y en a 2. Et donc, ça ne m'amusait plus parce que ça me demandait une concentration énorme. Et c'était hyper épuisant. Donc, j'ai décidé de changer le fusil d'épaule. Donc, je vais maintenant aller chanter dans les Restos du Cœur, où les gens qui y sont ne peuvent pas se payer une place pour les Enfoirés. Et surtout, c'est là où il y a les bénévoles, qui sont vraiment, eux, le cœur des Restos du Cœur. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui sont là toute l'année, qui sont là pour aider les autres. Nous, les artistes, on est là pendant 3 semaines avec les répétitions. Et donc, le vrai cœur des Restos du Cœur, c'est les bénévoles. Avec les Restos du Cœur, vous faites œuvre de charité chrétienne. Où est-ce que vous portez votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous chantez aussi dans les églises d'ailleurs? Oui, ça m'est arrivé souvent de chanter dans les églises, mais le répertoire français, c'est pas vraiment ma tasse de thé. En revenant sur l'église, je me rappelle, les premiers Restos du Cœur, l'excès de dons qui avait été récolté par Coluche a été versé à l'abbé Pierre. Je me rappelle de ça. Et donc, ce qui prouve la fraternité, et on revient sur frère, entre les associations qui sont là pour le bien des autres. Ouais. Et vous, votre cœur, je le disais, où le portez-vous, ce cœur? Est-ce que vous le portez dans la foi aussi? Est-ce que vous avez une spiritualité? J'avais une spiritualité, mais aujourd'hui, j'ai du mal à croire que les gens doivent souffrir autant. Et quand je vois aujourd'hui, je parle en général, hein, j'ai beaucoup lu l'histoire et on voit ça encore aujourd'hui, que la violence qu'on peut porter aux autres au nom de la spiritualité me gêne énormément. Donc je crois en la foi. Mais la spiritualité englobe tellement de choses qui, moi, me font mal, qu'aujourd'hui, j'ai du mal. Je préfère parler de la foi plutôt que la spiritualité. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qu'on va décapiter un professeur parce qu'on n'est pas d'accord.
je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas qu'on crucifie un homme parce qu'il n'est pas d'accord, qu'on brûle les gens parce qu'on n'est pas d'accord, et tout ça au nom de la spiritualité, j'ai du mal. Oui, les excès, le fanatisme. Exactement. Donc, oui, l'extrémisme de spiritualité me gêne. Voilà. Donc vous n'avez pas de pratique particulière, même si vous avez été éduqué dans la foi chrétienne et catholique. J'ai été élevé dans la foi chrétienne. Maintenant, je suis plutôt dans la foi humaniste. C'est-à-dire que je crois que malgré tout ce qu'on voit, il y a quand même des gens bons. Sans jeu de mots. Oui, c'est ça. Des gens bons. Voilà. Mais j'aime bien le jambon aussi. Merci beaucoup, Michael Jones. Merci. Je reviens auprès de vous pour la dernière partie. Alors, Michael Jones, comment avez-vous vécu cette expérience de confessionnal un petit peu? Ça a été, c'est beaucoup moins intimidant. Que le vrai confessionnal? Le vrai confessionnal, on est vraiment comme ça. Vous avez pratiqué? Il y a une fenêtre là, où on voit quand même la tronche du prêtre qui n'est pas censé savoir qui c'est. Vous y êtes souvent allé? Ben, je suis allé, oui, bien sûr. Confesser vos péchés? Quand on était... Ouais. À l'époque, bon, il n'y avait pas grand-chose, mais... ça, c'est un autre problème que j'ai eu avec la religion. Il y a des péchés qui, pour moi, ne sont pas des péchés. Comme? Le péché originel. Je ne sais pas si c'était un vrai péché. Hein. Après, il y a des péchés dont on ne parle pas dans la religion. C'est que Adam et Ève, si on écoute, donc ce n'est pas la religion catholique, c'est la Torah, ont eu 2 fils. Et après? Bel écran. Oui. Et après? Et il y en a un qui a tué l'autre par jalousie. Mais à jaloux de qui? Et avec sa mère. Donc ça veut dire que l'humanité est née d'un inceste, si on croit les écrits. Oui. Bon, on va Mais pas... c'est un problème que je me suis posé. Oui, intéressant. Juste avant que je revienne, vous me disiez, il y a un mot qui manquait quand même parmi les 4 mots, c'est le mot héritage. Oui. J'aurais dû vous poser le mot héritage. Ben, je vous le dis maintenant. Qu'est-ce que vous auriez dit pour héritage? Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. L'héritage, c'est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul héritage qui me gêne, c'est l'argent. Mais l'héritage culturel, c'est fondamental. Moi, j'ai hérité de la culture celte, la culture galloise, qui m'a porté tout au long de ma vie. L'amour est un héritage aussi. Et j'espère avoir transmis ça à mes enfants. Et il y aura donc un projet de chanson. Goldman. Héritage Goldman. Une version gospel et une version celte. Donc ça me va droit au cœur parce que moi j'adore le gospel et je suis celte. Donc, j'ai la chance d'avoir chanté une chanson sur ce projet. Et même mon épouse a chanté une chanson aussi. C'était pas prévu du tout, mais le producteur Eric Benzi avait écouté son EP et il a rappelé en disant « Mais c'est ta voix qu'il me faut pour cette chanson. » EP, c'est? Un EP, c'est Extended Play. C'est entre le single et le album. Qui s'appelle un LP, Long Play. Long Play. Et donc, héritage Goldman, dites-nous un petit peu plus. Alors, ça va être avec plein d'artistes, notamment Marina Kaye, Nerak, quelques gagnants de The Voice. The Voice, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais vous étiez aussi l'un des jurés de la Starac. J'y étais dans la Starac, dans la Starac, un coach. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, vous me disiez aussi, héritage, ça a été
enregistré dans une église. On a enregistré ça s'appelle un EPK. Ça nous intéresse forcément. Voilà, on a enregistré des clips, des Ouais. chansons dans une église à côté de la Bastille. Bel édifice, magnifique. Et chanter dans une église, pour moi, c'est normal. C'est fait pour ça. Ouais, C'est pas fait Il y a que une pour prier. On acoustique. peut prier chez soi. il y a une acoustique particulière dans une église en plus. Ouais. Et surtout pour la voix. Il y a un seul truc qui me gêne dans les églises, et c'est le mot syndicat. C'est-à-dire que dans les églises, dans le monde entier, il y a plus bels instruments au monde, les orgues. Les orgues. Et il faut faire partie du syndicat des organistes pour pouvoir y toucher. C'est terrible. Il suffit je pense que ça doit être quelque chose. Bon, évidemment, on ne va pas donner ça à un enfant qui ne sait pas ce que c'est. Mais à partir du moment qu'on est musicien, on devrait pouvoir Accéder, utiliser ces instruments. Ces instruments-là. Pour moi, elles sont sous-employées, ces instruments. Sous-exploités. Bon, en tout cas, votre actualité, c'est donc Héritage à venir. Ça sera quand dans les bacs? Peut-être à Noël? Je ne sais pas pour le moment. Ça sera Héritage Goldman, tout on ne sait pas. début. Ah, bon, c'est une C'est surprise. l'héritage Goldman. Donc, ça- c'est que des chansons de Jean-Jacques Goldman. Donc c'est un scoop là. Qui ne sont pas forcément les Ouais. chansons qu'il a écrites pour lui ou pour Frédéric Goldman Jones, mais aussi pour les autres. J'ai aussi Confiture qui est... Voilà, ça j'allais le dire, ça c'est c'est sur votre chaîne YouTube. Voilà. Donc la 4e saison qui démarre là. Enfin, On est en train de monter le 4e, Voilà. qui sera avec Claudio Capéo, et le seul restaurateur français Donc c'est un mix avec- musique-cuisine en fait. avec le col vert, blanc, rouge. Ouais. Parce Bravo. que c'est le dernier album de Claudio, c'est l'Italie, et donc on a pris un restaurateur italien qui s'appelle Thomas Parisini, et c'est du pur bonheur, quoi. Partager la musique avec ces artistes qui sont les chefs, c'est génial. C'est que du plaisir. La bonne bouffe Ah, mais et la musique, ça va Je bien pense que c'est les ensemble. deux plus grands plaisirs, avec De la l'amour vie. évidemment, mais De la vie. voilà. Ouais. Donc on vous retrouve sur Internet et on vous retrouve désormais aussi dans un livre que je rappelle, donc Mes plus belles chances, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Michael Jones, d'avoir été avec nous sur KTO. Merci à vous derrière vos écrans. Je vous rappelle que vous pouvez voir le replay de cette émission sur ktotv.com.